Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même si vos parents vous aimaient, vous portez encore des blessures que vous ne pouvez expliquer? Pourquoi, malgré tout l'amour que vous avez reçu, quelque chose en vous a toujours semblé incomplet? Peut-être avez-vous grandi en entendant « je t'aime », mais en ressentant rarement « je t'accepte tel que tu es ». Freud a découvert quelque chose de troublant sur l'amour parental. Il a remarqué que beaucoup de ses patients les plus blessés ne venaient pas de foyers violents ou négligents. Ils venaient de familles où l'amour existait, mais où il était servi avec une dose silencieuse de rejet. Un amour qui embrassait, mais qui en même temps façonnait, qui protégeait, mais qui étouffait aussi, qui prenait soin, mais qui ne voyait jamais vraiment. La vérité est qu'il existe une différence abyssale entre aimer un enfant et accepter qui il est vraiment. Et cette différence, aussi subtile soit-elle, peut déterminer s'il grandira libre d'être lui-même ou prisonnier d'attentes qu'il n'a jamais choisies. Combien d'entre nous ont grandi en pensant qu'ils devaient être une version éditée d'eux-mêmes pour mériter l'amour de leurs parents? Combien ont appris que certaines parties de leur personnalité étaient problématiques, que leurs rêves étaient irréalistes, que leur façon naturelle d'être dans le monde devait être constamment ajustée? Freud a appelé cela l'amour narcissique parental, lorsque les parents n'aiment pas l'enfant qu'ils ont, mais la projection de ce qu'il devrait être. C'est un amour réel, mais contaminé. C'est un amour qui fait mal précisément parce qu'il est mêlé d'attentes, de comparaisons et d'un message silencieux mais dévastateur. Tu n'es pas assez bien tel que tu es. Cet enfant grandit et devient un adulte qui cherche l'amour au mauvais endroit, qui se sabote quand les choses vont bien, qui n'arrive pas à croire qu'il mérite d'être aimé pour ce qu'il est vraiment, parce qu'au fond, il ne l'a jamais été. Le plus cruel, c'est que ses parents croient sincèrement qu'ils font le meilleur pour leurs enfants. Ils se sacrifient, se dévouent, investissent toute leur énergie, mais sans s'en rendre compte, ils transmettent l'un des messages les plus toxiques qu'un enfant puisse recevoir « Je t'aime, mais tu dois changer ». Et voici le paradoxe que Freud a mis au jour. Parfois, l'amour qui fait le plus mal est celui qui ressemble le plus à de la tension. Car lorsque le rejet est déguisé en protection, l'enfant n'arrive même pas à comprendre qu'il est rejeté. Il a simplement l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez lui. Mais que se passe-t-il exactement lorsque l'amour s'accompagne de ce rejet subtil? Freud a observé que l'enfant développe ce qu'il a appelé un faux moi, une personnalité construite spécifiquement pour plaire et obtenir l'approbation. C'est comme s'il comprenait intuitivement « si je suis exactement comme ils le veulent, peut-être que je serai enfin vraiment aimé ». Imaginez un enfant qui aime dessiner, mais qui entend toujours « c'est joli, mais tu ne devrais pas plutôt étudier ». Ou un enfant naturellement calme, mais qui entend constamment « pourquoi n'es-tu pas plus sociable comme ton frère ?» Ou encore un enfant qui a des rêves différents de ceux que sa famille a prévus pour lui. Cela ne te mènera nulle part, pense à quelque chose de plus pratique. Chacune de ces phrases peut sembler inoffensive, voire bien intentionnée. Mais ce que l'enfant retient, c'est un message beaucoup plus profond. Ses inclinations naturelles sont problématiques. Ses instincts sont mauvais. Elle n'est pas assez bien telle qu'elle est. Freud a découvert que cette dynamique crée une blessure psychologique spécifique. L'enfant commence à se méfier de lui-même. Il apprend à faire taire sa voix intérieure et à vivre en état d'alerte constant, essayant de déchiffrer ce que les autres attendent de lui. C'est comme s'il développait un radar émotionnel hypersensible, toujours à l'écoute des attentes extérieures, mais complètement déconnecté de ses propres désirs. Il est fascinant de voir comment cette transformation se produit. L'enfant ne se réveille pas un jour en décidant d'être faux. C'est un processus graduel, presque imperceptible. Au début, il essaie de résister. Il insiste sur ses goûts, défend ses choix, exprime ses opinions. Mais chaque fois qu'il le fait, il perçoit une tension dans l'air, un regard déçu, un changement subtil dans le ton de voix de ses parents, une atmosphère qui murmure « tu nous déçois ». Et puis elle fait une découverte qui changera toute sa vie. Lorsqu'elle se comporte comme ses parents l'attendent, la maison est plus harmonieuse. Ses parents sont fiers. Il y a des sourires, des câlins, des compliments. Le message est clair. Maintenant, tu es une bonne fille, un bon fils. Le résultat est dévastateur. Cet enfant grandit et devient un adulte incapable de prendre des décisions sans l'approbation des autres. Il se sent coupable de vouloir des choses que ses parents n'approuvent pas. Il choisit sa carrière, ses relations et même ses loisirs en fonction de ce qu'il imagine que les autres vont penser et non en fonction de ce qui le rend vraiment heureux. C'est comme vivre avec un critique interne qui ne se repose jamais, une voix qui murmure constamment « ce n'est pas bien, tu devrais vouloir autre chose ».
les gens vont trouver ça bizarre. Cette voix n'est pas la tienne, c'est l'intériorisation de tous les ajustements qui t'ont été demandés pour que tu t'adaptes au moule que les autres avaient pour toi. Freud appelait cela l'introjection du surmoi parental. En termes simples, cela signifie que l'enfant avale toute la voix critique de ses parents et qu'elle vient habiter dans sa tête. Désormais, il n'a plus besoin de ses parents pour se censurer. Il le fait tout seul, automatiquement, 24 heures sur 24. Et voici ce qui rend tout cela encore plus douloureux. Ses parents aiment vraiment leurs enfants. Ce ne sont pas des méchants. Ce sont des personnes qui, la plupart du temps, reproduisent les schémas qu'ils ont eux-mêmes reçus, qui croient sincèrement préparer leurs enfants au monde réel, qui ont peur que s'ils ne les façonnent pas, ils souffriront encore plus dehors. Mais Freud nous a montré quelque chose de fondamental. Lorsque nous façonnons un enfant en essayant de le protéger du monde, nous le protégeons en réalité de lui-même. Et cela est bien plus dangereux que n'importe quel rejet extérieur auquel il pourrait être confronté, car un enfant qui grandit en se connaissant et en ayant confiance en lui dispose de ressources internes pour faire face à toute critique extérieure. Il peut entendre non sans l'interpréter comme « tu ne vaux rien ». Il peut faire face au rejet sans se désintégrer à l'intérieur. Il peut garder son essence intacte même lorsque le monde tente de le changer. Mais un enfant qui a grandi en étant constamment ajusté n'a jamais développé cette ancre interne. Il ne sait pas qui il est sous tous les masques qu'il a appris à porter. Et lorsque la vie le met au défi, il n'a pas de moi solide sur lequel s'appuyer. Le plus tragique, c'est que beaucoup de ces adultes passent leur vie à essayer de conquérir l'amour qu'ils croient ne jamais avoir eu, sans se rendre compte que l'amour a toujours été là. Le problème n'était pas l'absence d'amour, mais la présence de conditions. Ce n'était pas que leurs parents ne les aimaient pas, mais qu'ils devaient être différents pour être dignes de cet amour. Et ainsi, ils s'engagent dans des relations où ils continuent à jouer des rôles. Ils choisissent des partenaires qui leur donnent l'impression de devoir constamment prouver leur valeur. Ils se construisent des vies qui semblent parfaites à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, ressemblent à des prisons dorées. C'est comme s'ils avaient appris qu'il n'y a qu'une seule façon d'être aimé, en étant ce que les autres veulent qu'ils soient. Et cette leçon, apprise très tôt, devient le fondement sur lequel ils construisent toute leur vie émotionnelle. Mais comment ce rejet fonctionne-t-il exactement au quotidien? Freud a identifié qu'il est rarement explicite. Ce n'est pas le père qui crie « je ne t'accepte pas » ou la mère qui dit « tu me déçois ». C'est beaucoup plus subtil, beaucoup plus confus et donc beaucoup plus destructeur. Le rejet invisible fonctionne comme un courant souterrain. Il se manifeste par des regards déçus lorsque l'enfant ne répond pas aux attentes, par des silences lourds lorsqu'il exprime une opinion différente, par des comparaisons apparemment innocentes, « regarde comme ton cousin est studieux » ou « ta sœur a toujours été plus responsable ». C'est le rejet qui se déguise en « vouloir le meilleur pour toi ». C'est le père qui dit « je veux seulement que tu sois heureux », mais qui devient clairement tendu lorsque tu parles de tes véritables rêves. C'est la mère qui affirme « tu peux être tout ce que tu veux », mais qui trouve toujours un moyen de décourager les choix qui s'éloignent de ce qu'elle considère comme sûr ou approprié. Freud a remarqué que cette dynamique crée une profonde confusion psychologique chez l'enfant. Il ressent le rejet, mais ne parvient pas à le nommer, parce que techniquement ses parents l'aiment, prennent soin de lui, se sacrifient pour lui. Comment peut-il se sentir rejeté par des personnes qui se consacrent clairement autant à lui? C'est comme être dans une pièce où tout le monde dit qu'il fait chaud, mais où vous avez froid. Vous commencez à remettre en question vos propres sens. Peut-être que je me trompe, peut-être que je suis trop sensible, peut-être que le problème vient de moi. Et peu à peu, vous cessez de vous fier à votre propre perception de la réalité. Cette contradiction entre ce qu'elle ressent et ce qu'elle devrait ressentir engendre ce que Freud a appelé l'angoisse névrotique. L'enfant commence à se méfier de ses propres perceptions. Elle pense « si mes parents m'aiment tant, le problème doit venir de moi. Je dois être ingrate, difficile, problématique. » Et ainsi commence un processus dévastateur d'auto-rejet. L'enfant intériorise l'idée que ses réactions naturelles sont mauvaises, que ses désirs sont inappropriés, que sa façon d'être dans le monde est fondamentalement problématique. Elle commence à se surveiller, à se censurer, à se modeler constamment. Ce qui rend cela encore plus cruel, c'est que le rejet invisible est souvent déguisé en attention. Je te dis ça parce que je t'aime. C'est pour ton bien. Un jour, tu me remercieras. L'enfant ne peut pas remettre en question ces messages, car ils sont déguisés en protection et en amour. C'est comme si elle vivait avec un public interne qui évaluait en permanence si elle était assez bonne,
Chaque décision passe par le filtre. Est-ce que cela va plaire? Est-ce que cela va décevoir? Est-ce que cela correspond à ce que l'on attend de moi? Et lentement, très lentement, elle perd le contact avec ce qu'elle veut, ressent ou croit vraiment. Freud a découvert qu'il existe certaines phrases qui agissent comme de véritables poisons émotionnels. « Tu as toujours été le plus intelligent, ne me déçois pas maintenant ». Cette phrase piège l'enfant. Il ne peut pas échouer, car cela signifierait qu'il n'est plus spécial. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi, cette phrase transforme l'amour en dette, donnant à l'enfant le sentiment d'être éternellement redevable. Tu n'étais pas comme ça avant, que t'est-il arrivé? Cette phrase nie le droit naturel de l'enfant à grandir et à changer. Les autres mères n'ont pas à subir ça. Cette phrase lui donne le sentiment qu'elle est une source de souffrance pour ceux qui devraient la protéger. Le résultat est un adulte qui vit dans une anxiété constante liée à la performance, qui n'arrive pas à se détendre parce qu'il essaie toujours de deviner ce que les autres attendent de lui, qui se sent coupable d'avoir ses propres besoins, qui interprète toute critique comme une confirmation qu'il est en fait inadéquat. Freud a observé que ces adultes deviennent souvent des personnes qui cherchent compulsivement à plaire. Ils disent « oui » quand ils veulent dire « non ». Ils assument des responsabilités qui ne leur incombent pas. Ils font toujours passer les besoins des autres avant les leurs, non par générosité, mais par peur d'être rejetés. Et le plus cruel, c'est que même lorsqu'ils parviennent à faire plaisir, la satisfaction ne dure jamais, car au fond, ils savent qu'ils sont aimés pour leur performance, et non pour qui ils sont vraiment. C'est comme recevoir des applaudissements en portant un masque. Aussi intense soit-il, il ne touche jamais vraiment la personne derrière le déguisement. Cette dynamique explique également pourquoi tant de personnes se sentent vides, même lorsque leur vie devrait être parfaite. Elles ont la carrière que leurs parents voulaient, la relation que la société approuve, le style de vie que tout le monde admire. Mais rien de tout cela n'a été choisi en fonction de leur véritable désir. Tout a été construit pour plaire, pour ne pas décevoir, pour enfin mériter l'amour inconditionnel qu'elles n'ont jamais reçu. Et ici, Freud a fait une découverte encore plus troublante. Souvent, lorsque ces personnes essaient enfin de faire des choix authentiques, elles se sabotent elles-mêmes, parce qu'une partie d'elles-mêmes ne croit pas qu'elles méritent d'être heureuses en étant qui elles sont vraiment. Une partie d'elles-mêmes est convaincue que si elles enlèvent leur masque, si elles cessent de plaire, elles seront abandonnées. C'est comme si elles avaient appris une équation toxique. Authenticité, rejet. Et donc même lorsqu'elles rencontrent des personnes qui les aimeraient sincèrement, elles ne peuvent pas y croire. Elles testent, provoquent, créent des drames, essayant inconsciemment de confirmer que, au final, tout le monde les rejettera lorsqu'ils verront qui elles sont vraiment. Mais il existe une issue, et elle commence par comprendre quelque chose que Freud a découvert sur la nature de l'acceptation véritable et son pouvoir de guérison. Même lorsque nous arrivons en retard, même lorsque le mal est déjà fait, il existe encore un moyen de briser ce cycle destructeur. C'est alors que se produit ce que Freud considérait comme l'une des découvertes les plus importantes de toute sa carrière, la compulsion de répétition. Même après avoir grandi, même après avoir quitté la maison, même après avoir fondé sa propre famille, la personne continue à reproduire exactement les mêmes schémas qui l'ont blessée dans son enfance. C'est comme si elle portait en elle un aimant invisible qui l'attire vers des situations familières, même lorsque ces situations sont douloureuses. Elle ne le fait pas consciemment. Au contraire, elle jure généralement qu'elle fait des choix complètement différents. Mais au fond d'elle-même, dans son inconscient, elle suit un scénario écrit il y a des décennies. Pensez à la femme qui a grandi avec une mère qui n'était jamais disponible émotionnellement, toujours occupée, toujours distante. Elle jure qu'elle ne s'engagera jamais avec quelqu'un comme ça. Et puis, inexplicablement, elle tombe amoureuse d'hommes qui sont exactement comme ça, trop occupés, émotionnellement indisponibles, toujours avec des choses plus importantes à faire. Lorsqu'on lui pose la question, elle a 1000 justifications rationnelles. Il est ambitieux, il a des responsabilités, il traverse une période difficile. Ou considérer l'homme qui a grandi en étant constamment critiqué par son père, incapable de lui faire plaisir, toujours en train d'entendre qu'il n'était pas assez bon. Il se promet de ne plus jamais se soumettre à cela. Mais au travail, il gravite naturellement vers des patrons autoritaires et critiques. Dans ses relations, il se sent plus à l'aise avec des partenaires qui le remettent constamment en question qu'avec celles qu'il apprécie. Et quand quelqu'un le traite vraiment bien, il a l'impression que quelque chose ne va pas ou que c'est trop beau pour être vrai.
Freud a compris qu'il ne s'agit pas de masochisme ou d'un manque d'intelligence. C'est l'inconscient qui tente de résoudre d'anciens traumatismes. C'est comme si l'esprit disait « Cette fois, ce sera différent. Cette fois, je vais réussir à faire en sorte que cette personne m'aime vraiment. Cette fois, je vais prouver que je le mérite. » Mais bien sûr, cela ne fonctionne jamais, parce que vous ne pouvez pas guérir les blessures de l'enfance par des relations adultes dysfonctionnelles. Vous ne pouvez pas faire en sorte qu'un père émotionnellement absent vous valorise par l'intermédiaire d'un patron qui ne vous reconnaît jamais. Vous ne pouvez pas gagner l'amour inconditionnel d'une mère critique à travers un partenaire qui vous juge constamment. Le plus dévastateur, c'est que lorsque ces relations échouent inévitablement, la personne ne pense pas « j'ai fait le mauvais choix ». Elle pense « je ne suis pas digne d'être aimé ». Chaque répétition du schéma confirme la croyance toxique initiale. Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez moi. Freud a observé qu'il existe des signes spécifiques de cette compulsion à la répétition. La personne se sent chez elle, dans les relations qui la font souffrir. Elle ressent de l'ennui ou de la méfiance lorsque tout va bien. Elle a une capacité inexplicable à transformer des situations positives en drames. Elle attire systématiquement le même type de personnes problématiques, comme si elle avait un radar pour cela. Elle a également tendance à interpréter les gestes d'amour sincères comme de la manipulation ou de la fausseté. Quand quelqu'un la traite avec une réelle gentillesse, elle se demande « Qu'est-ce que cette personne veut de moi ?» Car au fond, elle ne croit pas mériter la gentillesse sans avoir à la payer d'une manière ou d'une autre. Et c'est là que réside l'aspect le plus cruel de cette dynamique. La personne sabote souvent les relations saines, non pas parce qu'elle ne les veut pas, mais parce qu'elles remettent en question tout ce qu'elle croit sur elle-même. Si elle a grandi en croyant qu'elle doit souffrir pour mériter l'amour, une relation où elle est aimée sans drame lui donne l'impression de faire quelque chose de mal. C'est comme si elle avait appris un langage émotionnel spécifique, le langage de la souffrance, de la tension, de l'incertitude, et que les relations saines parlaient une langue complètement différente. Elle ne sait littéralement pas comment se comporter lorsqu'elle n'a pas besoin de se battre pour l'amour. Freud a découvert que cette répétition se manifeste également dans la façon dont une personne se traite elle-même. Si elle a grandi en étant constamment critiquée, elle développe un dialogue interne tout aussi cruel. Si elle a été négligée émotionnellement, elle néglige ses propres besoins. Si elle a été surchargée de responsabilités d'adulte lorsqu'elle était enfant, elle continue à se surcharger dans sa vie d'adulte. C'est comme si elle avait intériorisé non seulement les voix de ses parents, mais aussi tout le système familial dysfonctionnel. Elle est désormais à la fois l'enfant blessé et le parent critique, la victime et le bourreau dans son propre esprit. Et le plus effrayant, c'est qu'elle reproduit souvent ces schémas avec ses propres enfants, même si elle jure que ce sera différent. Car lorsque vous n'avez pas guéri vos propres blessures, lorsque vous ne comprenez pas d'où viennent vos schémas automatiques, vous n'avez pas le choix. Vous répétez simplement ce que vous connaissez. C'est un cycle qui peut durer des générations. Des grands-parents blessés créent des parents blessés, qui créent des enfants blessés, qui grandissent et répètent tout à nouveau. Chaque génération jure de briser le schéma, mais sans une conscience adéquate, sans comprendre les mécanismes profonds de l'inconscient, elle finit par perpétuer exactement ce qu'elle voulait éviter. Mais il y a une lumière au bout de ce tunnel, apparemment sans fin. Freud a découvert que lorsque nous parvenons à voir ces schémas, lorsque nous parvenons à nommer ces répétitions, quelque chose d'extraordinaire se produit, et cela nous amène à une compréhension encore plus profonde de la manière dont ces blessures affectent notre capacité la plus fondamentale, la capacité de recevoir et d'offrir un amour véritable. Mais la conséquence la plus dévastatrice de toute cette dynamique est peut-être ce que Freud considérait comme la plus grande tragédie humaine, l'incapacité à recevoir un amour sincère. Les personnes qui ont grandi avec un amour conditionnel développent une sorte d'allergie émotionnelle à l'amour véritable. C'est comme si elles n'avaient appris qu'une seule façon d'aborder l'affection, à travers la tension, l'incertitude, la lutte. Imaginez quelqu'un qui a grandi dans un foyer, où l'amour était toujours accompagné de drames, où les moments d'affection étaient suivis d'explosions de colère, où la paix n'était que le calme avant la prochaine tempête. Pour cette personne, les relations tumultueuses ne sont pas problématiques, elles sont familières, elles sont normales. C'est l'amour tranquille, constant et prévisible qui semble étrange, suspect, voire faux. Freud a observé que ces personnes développent ce qu'il a appelé la sabotage de l'amour. Elles créent inconsciemment des conflits dans des relations saines parce qu'elles ne savent pas comment gérer la stabilité émotionnelle.
C'est comme si elles avaient besoin de transformer l'amour en souffrance pour pouvoir le reconnaître comme réel. Et voici le paradoxe le plus cruel. Plus quelqu'un les aime sincèrement et inconditionnellement, plus elles se méfient. Parce qu'au fond, elles savent qu'elles ne méritent pas ce genre d'amour. Elles interprètent donc les gestes d'affection comme de la manipulation, les déclarations d'amour comme des mensonges et la stabilité émotionnelle comme de l'ennui. C'est dévastateur d'observer cela. La personne trouve enfin quelqu'un qui l'aime pour ce qu'elle est vraiment, sans essayer de la changer, sans lui imposer des exigences impossibles, sans transformer la relation en une bataille émotionnelle. Et au lieu de se sentir reconnaissante, elle se sent perdue, comme s'il manquait quelque chose d'essentiel. Freud a compris qu'il existe une différence abyssale entre vouloir être aimé et réussir à recevoir de l'amour. Vouloir, c'est facile, nous le voulons tous. Mais recevoir exige quelque chose de beaucoup plus complexe. Croire que vous le méritez. Et si vous avez grandi avec le message constant que vous deviez être différent pour être digne d'amour, cette croyance n'existe tout simplement pas en vous. Il se passe alors quelque chose de tragique. La personne passe toute sa vie à rechercher désespérément l'amour, mais lorsqu'elle le trouve enfin, elle est incapable de l'absorber. C'est comme avoir une soif infinie, mais quand quelqu'un vous offre de l'eau pure, vous ne pouvez la boire que si elle est contaminée, car c'est la seule chose que vous reconnaissez comme familière. Ces personnes choisissent souvent des partenaires qui confirment leurs pires croyances sur elles-mêmes, non pas parce qu'elles sont masochistes, mais parce que les relations destructrices ont un sens dans la logique émotionnelle qu'elles ont apprise. Un partenaire qui les critique constamment ne fait que dire à haute voix ce qu'elles croient déjà d'elles-mêmes. Un partenaire qui les abandonne ne fait que confirmer qu'elles sont, en effet, abandonnables. Et lorsqu'elles tentent d'avoir des relations saines, leurs saboteurs internes refont surface. Il va me quitter quand il découvrira qui je suis vraiment. Elle est gentille, parce qu'elle veut quelque chose. C'est trop beau pour durer. J'attends que son autre personnalité se révèle. Ses voix ne s'arrêtent jamais. Le plus cruel, c'est que ces personnes deviennent souvent excellentes pour aimer les autres, mais terribles pour s'autoriser à être aimées. Elles se donnent complètement, se sacrifient, font tout pour leur partenaire. Mais quand vient le moment de recevoir, d'être vulnérables, de croire qu'elles méritent d'être aimées, elles en sont tout simplement incapables. C'est comme si elles avaient appris que la seule valeur qu'elles ont est celle qu'elles peuvent donner aux autres, que leur seule façon de mériter d'être dans une relation est d'être utile, serviable, indispensable. L'idée que quelqu'un puisse les aimer simplement parce qu'elles existent, sans qu'elles aient à payer cet amour par des sacrifices constants, leur est complètement étrangère. Freud a découvert que cette dynamique crée des relations profondément déséquilibrées. La personne devient un donneur compulsif et un receveur réticent. Elle épuise ses partenaires par son besoin d'être toujours utile, toujours serviable, toujours en train de gagner le droit d'être aimée. Et en même temps, elle rejette ou se méfie de tout geste d'affection sincère qu'elle reçoit. Si vous vous reconnaissez dans ces mots, si vous voyez des schémas de votre propre vie reflétés dans cette description, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes portent ces blessures invisibles, reproduisant ces schémas sans même s'en rendre compte. Mais la prise de conscience est toujours le premier pas vers la libération. Et voici quelque chose qui peut changer votre vie. Freud n'a pas seulement identifié ces schémas destructeurs, il a également découvert l'antidote. Il existe un moyen spécifique de briser ces cycles, de guérir ces blessures anciennes, d'apprendre enfin à recevoir l'amour que vous avez toujours mérité. Et tout commence par la compréhension du pouvoir transformateur d'un mot que la plupart des gens confondent complètement, l'acceptation. Mais qu'est-ce que cette acceptation que Freud considérait comme l'antidote à toutes ces blessures? Le mot « acceptation » a été tellement mal compris que de nombreux parents pensent qu'accepter signifie être d'accord avec tout, ne jamais fixer de limites, ne jamais dire « non », et cela ne pourrait être plus éloigné de la vérité. L'acceptation qui guérit n'est pas la permissivité. Ce n'est pas laisser l'enfant faire n'importe quoi. Ce n'est pas éviter les conflits ou ne jamais confronter les comportements problématiques. La véritable acceptation est quelque chose de beaucoup plus profond et de beaucoup plus difficile. C'est la capacité de séparer complètement l'être du faire. C'est aimer la personne tout en désapprouvant son comportement. Freud a compris qu'il existe une différence fondamentale entre dire « tu as fait quelque chose de mal » et « tu es mauvais », entre « je n'aime pas ce que tu as fait » et « je n'aime pas qui tu es ». Cette différence, apparemment subtile, détermine si un enfant grandit en se sentant fondamentalement accepté ou fondamentalement défectueux.
Imaginez un enfant qui casse quelque chose de précieux dans la maison. La réaction habituelle serait « Tu fais toujours ça. Pourquoi es-tu si maladroit? Tu ne réfléchis jamais avant d'agir. » Cette réponse attaque le caractère de l'enfant, transforme un comportement spécifique en un jugement sur qui il est en tant que personne. Une acceptation sincère répondrait différemment. « Tu as cassé ça et je suis contrarié. Réfléchissons ensemble à la manière de résoudre le problème et d'éviter que cela ne se reproduise. » Vous voyez la différence? Le comportement est abordé, les conséquences sont claires, mais l'enfant en tant que personne n'est pas attaqué. Freud a découvert que les enfants qui bénéficient de ce type d'acceptation développent quelque chose d'extraordinaire, la capacité de s'auto-corriger sans s'auto-détruire. Ils apprennent qu'ils peuvent commettre des erreurs sans devenir des mauvaises personnes, qu'ils peuvent échouer sans perdre leurs valeurs fondamentales, qu'ils peuvent décevoir leurs parents sans perdre leur amour. C'est la base de la véritable estime de soi. Non pas le sentiment exagéré que vous êtes parfait, mais la conviction profonde que vous avez de la valeur indépendamment de vos imperfections. C'est la différence entre une confiance basée sur la performance, qui s'effondre au premier échec, et une confiance basée sur l'existence, qui reste solide même dans les moments les plus difficiles. Mais la véritable acceptation va au-delà de la façon dont nous gérons les erreurs. Elle se manifeste dans la façon dont nous répondons aux rêves, aux peurs, à la personnalité et aux différences naturelles de l'enfant. C'est la mère qui peut dire « J'aurais aimé que tu sois médecin, mais je comprends que tu veuilles être artiste et je te soutiendrai. » C'est le père qui admet « Tu es très différent de moi et cela me déconcerte parfois, mais je t'aime exactement tel que tu es. » Freud a observé que cette acceptation crée un phénomène psychologique puissant. L'enfant développe une relation saine avec ses propres imperfections. Il n'a pas besoin d'être parfait pour se sentir aimé. Il n'a pas besoin de cacher des parties de lui-même pour entretenir des relations. Il ne vit pas dans la terreur constante d'être découvert comme imparfait ou inadéquat. Et voici quelque chose de fascinant. Les enfants qui reçoivent une acceptation sincère se comportent souvent mieux que ceux qui sont constamment modelés et critiqués. Car lorsque vous ne dépensez pas toute votre énergie à essayer d'être quelqu'un que vous n'êtes pas, vous disposez de beaucoup plus de ressources pour vraiment grandir et vous améliorer. C'est comme la différence entre une plante qui pousse naturellement dans un sol adapté et une plante qui est constamment taillée, transplantée et forcée à pousser dans des conditions inadaptées. La première fleurit, la seconde survit, mais n'atteint jamais son véritable potentiel. Freud a compris que l'acceptation enseigne également quelque chose d'essentiel sur les relations, que le véritable amour ne cherche pas à contrôler ou à transformer l'autre. Les enfants qui sont acceptés grandissent en sachant instinctivement la différence entre quelqu'un qui les aime et quelqu'un qui aime l'idée qu'ils se font d'eux-mêmes, entre quelqu'un qui veut leur bien et quelqu'un qui veut qu'ils soient différents. Cette capacité de discernement les protège à l'âge adulte. Elles ne sont pas attirées par des relations où elles doivent se rabaisser pour être acceptées. Elles ne tolèrent pas les partenaires qui essaient constamment de les améliorer. Elles ne confondent pas la critique constante avec l'attention ou la possessivité avec l'amour. Mais l'aspect le plus révolutionnaire de l'acceptation est peut-être celui-ci. Elle brise le cycle de transmission des traumatismes. Lorsqu'un enfant grandit en étant véritablement accepté, il ne porte pas en lui la compulsion de réparer les autres. Il ne projette pas ses insécurités sur ses propres enfants. Il n'essaie pas de vivre à travers les réalisations des autres. Et même si vous n'avez pas reçu cette acceptation dans votre enfance, même si vous avez grandi avec un amour conditionnel et toutes les blessures que cela entraîne, il existe une vérité que Freud considérait comme fondamentale. Il n'est jamais trop tard pour commencer à s'accepter soi-même. Il n'est jamais trop tard pour briser les schémas. Il n'est jamais trop tard pour guérir. Et nous arrivons ici au moment le plus difficile et le plus prometteur de tout ce parcours, la possibilité de réparation. Car même si vous avez échoué en tant que parent, même si vous avez reproduit avec vos enfants exactement ce que vous aviez juré de ne jamais faire, même si vous regardez en arrière et voyez clairement les moments où votre amour s'est mêlé de rejet, il y a encore quelque chose à faire. Freud croyait profondément au pouvoir transformateur de la conscience. Il disait que lorsque nous parvenons à voir nos schémas, lorsque nous parvenons à nommer nos blessures, lorsque nous avons le courage de regarder nos ombres sans détourner le regard, quelque chose change dans le champ énergétique entre les personnes. Même les relations qui semblaient irréparables peuvent trouver une nouvelle forme d'existence. Mais voici ce que la plupart des parents ne comprennent pas à propos de la réparation. Elle ne commence pas par de grands gestes ou des demandes dramatiques de pardon. Elle ne commence pas par essayer d'expliquer vos intentions
ou de justifier vos choix. Elle commence par quelque chose de beaucoup plus simple et de beaucoup plus difficile, une reconnaissance pure et sans défense. C'est la différence entre dire « j'ai fait de mon mieux avec ce que j'avais à l'époque » et « je vois maintenant à quel point mon amour t'a blessé et j'en suis désolé » entre « tu comprends pourquoi j'ai dû être sévère avec toi » et « je comprends maintenant que tu avais besoin d'être accepté, pas modelé ». Freud a observé qu'il existe une différence fondamentale entre une explication et une reconnaissance. Les explications restent centrées sur le passé, les circonstances, les justifications. La reconnaissance met l'accent sur l'impact, sur ce qui a été ressenti, sur la blessure réelle qui a été infligée. Et seule la reconnaissance a le pouvoir de guérir. Imaginez un père qui parvient enfin à dire à son fils adulte « Je sais que tu as toujours eu l'impression que tu devais être parfait pour mériter mon amour. Et tu avais raison, je te faisais vraiment ressentir cela. Ce n'était pas mon intention, mais c'est ce qui s'est passé, et j'en suis désolé. » Sans justification, sans « mais », sans essayer d'expliquer les pressions qu'il ressentait à l'époque. Ou une mère qui parvient à admettre « Je sais que tu t'es toujours senti comparé à ton frère. Je sais que cela t'a donné l'impression que tu n'étais pas assez bien tel que tu étais. Et ce n'était pas juste envers toi. Tu as toujours été assez bien, et j'aurais dû te le montrer. » Le pouvoir de ces mots ne réside pas dans l'absolution qu'ils offrent au père ou à la mère. Le pouvoir réside dans la validation qu'ils apportent à l'enfant. Enfin, sa perception est confirmée. Enfin, sa douleur est reconnue. Enfin, il n'a plus besoin de douter de ses propres sentiments ou de porter le poids de la culpabilité d'être ingrat ou trop sensible. Freud a découvert que souvent, ce dont les gens ont le plus besoin, ce n'est pas que le passé soit changé, car cela est impossible. Ce dont elles ont besoin, c'est que leur expérience passée soit vue et validée par ceux qui l'ont causée. Elles ont besoin d'entendre qu'elles n'ont pas imaginé des choses, qu'elles n'étaient pas trop dramatiques, que leur douleur était réelle et justifiée. Mais la véritable réparation va au-delà de la reconnaissance de ce qui a été fait. Elle inclut également un changement réel dans le présent. C'est le père qui cesse de donner des conseils non sollicités et apprend à simplement écouter. C'est la mère qui cesse de faire des commentaires sur les choix de son enfant adulte et apprend à exprimer une curiosité sincère pour sa vie. C'est apprendre à dire des choses comme « Je ne comprends pas tout à fait tes choix, mais j'ai confiance en toi. Ta façon de vivre est différente de la mienne, et ce n'est pas un problème. Je suis fier de la personne que tu es devenue, pas de celle que je voulais que tu sois. Et voici quelque chose qui peut surprendre. Les enfants adultes, même ceux qui portent en eux de profondes blessures, répondent souvent avec une générosité impressionnante lorsqu'ils reçoivent une reconnaissance sincère. Non pas parce qu'ils oublient le passé, mais parce qu'ils peuvent enfin assimiler et intégrer leurs expériences de manière saine. Freud a observé que les relations réparées de cette manière deviennent souvent plus profondes et plus authentiques que celles qui n'ont jamais connu de conflit. Car lorsque vous traversez l'ombre avec quelqu'un, lorsque vous affrontez la vérité difficile et choisissez de rester, quelque chose de nouveau naît entre vous. Mais que faire si la relation n'existe plus? Si votre enfant s'est complètement éloigné, s'il est mort avant que vous ayez pu réparer, si la distance émotionnelle semble insurmontable? Freud croyait que la réparation était encore possible, même dans ces cas-là. Parce que la réparation est d'abord un travail intérieur. Il s'agit de vous pardonner de ne pas avoir su mieux faire à l'époque. Il s'agit de reconnaître que vous avez fait de votre mieux avec les outils émotionnels dont vous disposiez, même si ce mieux était insuffisant. Il s'agit de briser le cycle de la culpabilité qui n'aide personne et de commencer à vivre différemment à partir de maintenant. Car lorsque vous guérissez intérieurement, lorsque vous cessez de porter le poids de la culpabilité et que vous le transformez en sagesse, vous changez automatiquement l'énergie que vous apportez à toutes vos autres relations. Et cela, en soi, est une façon d'honorer et de réparer le passé. Et nous arrivons ainsi à la fin de ce voyage, mais aussi au véritable début. Car tout ce que nous avons exploré jusqu'ici, toute la douleur, tous les schémas, toute la conscience que nous avons éveillée, n'a de valeur que s'il peut se transformer en une manière différente de vivre. Et cela est possible. Non seulement possible, mais inévitable, lorsque vous comprenez vraiment ce que Freud a découvert sur la nature humaine. La vérité, c'est que vous n'avez pas à porter éternellement les blessures de votre enfance. Vous n'avez pas à répéter indéfiniment les schémas que vous avez appris. Vous n'avez pas à continuer à chercher chez les autres ce que vous n'avez jamais reçu de vos parents. Car il existe une capacité extraordinaire en chaque être humain. La capacité de devenir pour soi-même
le père ou la mère dont on a toujours eu besoin. Cela ne signifie pas nier la douleur ou prétendre qu'elle n'a pas existé. Cela signifie transformer cette douleur en sagesse. Cela signifie utiliser votre expérience du rejet pour développer une profonde acceptation de vous-même. Cela signifie transformer la critique interne en une voie de compréhension et d'encouragement. Freud appelait cela la reparentification interne, le processus par lequel vous vous offrez consciemment ce que vous n'avez pas reçu. C'est vous qui regardez vos propres blessures avec la tendresse que vous auriez aimé recevoir quand vous étiez enfant. C'est vous qui vous défendez avec la férocité que vous auriez aimé que vos parents vous montrent. C'est vous qui croyez en vos rêves avec la conviction que vous auriez aimé ressentir. Et lorsque vous faites cela de manière cohérente, lorsque vous devenez intérieurement le père ou la mère nourricier dont vous avez toujours eu besoin, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez de chercher chez les autres ce que vous seul pouvez vous donner. Vous cessez d'accepter les miettes émotionnelles de personnes qui ne savent pas vous apprécier. Vous cessez de vous contenter de relations dans lesquelles vous devez vous rabaisser pour être accepté, car vous avez enfin une référence interne sur la façon dont vous méritez d'être traité. Vous connaissez enfin la différence entre l'amour qui libère et l'amour qui emprisonne, entre l'acceptation sincère et la tolérance déguisée, entre quelqu'un qui vous voit vraiment et quelqu'un qui vous aime pour le rôle que vous jouez dans sa vie. Si vous êtes parent et que vous vous reconnaissez dans ce parcours, si vous avez identifié des schémas que vous reproduisez inconsciemment, rappelez-vous, la culpabilité ne change pas le passé, mais la conscience peut transformer l'avenir. Vous pouvez encore commencer à voir vos enfants, même adultes, avec un regard neuf. Vous pouvez encore leur offrir de la reconnaissance là où vous leur imposiez auparavant des exigences. Vous pouvez encore exprimer votre acceptation là où vous aviez auparavant des attentes. Et si vous êtes un enfant, quel que soit votre âge, qui porte de vieilles blessures, comprenez que votre guérison ne dépend pas du changement de vos parents. Elle dépend de votre choix de briser les schémas, de votre décision de ne plus laisser les voix critiques du passé définir votre valeur dans le présent, de votre apprentissage à vous parler avec la gentillesse que vous avez toujours méritée. La première étape pratique est simple, mais révolutionnaire. Commencez à remarquer la voix dans votre tête. Quand elle vous critique, quand elle vous compare aux autres, quand elle vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur, faites une pause et demandez-vous à qui appartient cette voix. Est-ce vraiment la mienne ou est-ce quelque chose que j'ai absorbé des autres? Puis consciemment, choisissez de vous répondre avec gentillesse. Lorsque vous faites une erreur, au lieu de vous attaquer, essayez « j'ai fait une erreur et ce n'est pas grave. Tout le monde fait des erreurs. Cela ne fait pas de moi une mauvaise personne. Lorsque vous prenez une décision que d'autres pourraient désapprouver, je fais confiance à mon jugement. Je mérite de faire des choix qui me rendent heureux. C'est un travail quotidien, comme entretenir un jardin. Certains jours, vous vous souviendrez facilement d'être gentil avec vous-même. D'autres jours, les vieilles voix sembleront plus fortes. Mais chaque fois que vous choisissez consciemment de vous traiter avec l'acceptation que vous avez toujours méritée, vous réécrivez l'histoire que vous portez en vous. Et voici la promesse que Freud faisait à tous ses patients et que je vous fais maintenant. Lorsque vous cessez de porter vos blessures comme une identité et que vous commencez à les porter comme une sagesse, vous ne vous guérissez pas seulement. Vous devenez un agent de guérison dans le monde. Vous brisez des chaînes qui existaient depuis des générations. Vous semez les graines de l'acceptation et de l'amour véritable qui fleuriront bien au-delà de votre propre vie. Car en fin de compte, c'est ce que nous voulons tous, ne pas être parfait, mais être accepté. Ne pas avoir toutes les réponses, mais avoir le droit de poser des questions. Ne jamais échouer, mais savoir que notre valeur ne dépend pas de nos réussites. Et vous pouvez commencer à vous offrir cela dès aujourd'hui. Tout de suite. Dans les commentaires, dites-moi, quel a été le moment de votre enfance où vous avez le plus eu besoin d'entendre « Je t'accepte tel que tu es » et comment pouvez-vous commencer à vous offrir cela dès aujourd'hui? N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi pour vous accompagner dans cette aventure et continuez à suivre les prochaines vidéos de la chaîne.